Oui, Voilà, ça marche. ça marche. Et moi, est-ce que oui, ça marche. Ok. Très bien. Donc, je vous mets en premier le petit, euh, le petit PowerPoint pour que vous voyez le sujet. Ensuite, on passe au titre. Voilà. Et maintenant, j'arrête le partage et je présente Lisa Véroni. Donc, Lisa Véroni, certains d'entre vous la connaissent déjà, soit parce qu'ils la connaissent de l'université, soit parce qu'ils ont suivi absolument tous les entretiens et elle m'a aidé à en conduire plusieurs. Voilà. Et Lisa est spécialiste de conférences, maîtresse de conférences en études américaines à l'université de Bordeaux-Montaigne. Elle a même commencé ses études avec moi et on a commencé à travailler justement ensemble sur la Cour suprême, le Parti républicain, etc. Et elle a fait sa thèse sur ces questions-là. Donc, elle est tout à fait indiquée pour nous expliquer les évolutions politiques des États-Unis ces dernières décennies, notamment du Parti républicain, puisqu'il sera surtout question du Parti républicain. Et puis, moi, je ferai la partie religion. Donc, en premier, ce qu'on voulait dire quand on a préparé ensemble, c'est que il ne fallait pas penser que, même si je vais beaucoup parler de religion, les Américains ont élu Trump pour des questions strictement religieuses. Ça serait faire un gros contresens. Les gens ont voté pour lui car ils étaient persuadés qu'il allait faire baisser les prix et augmenter leurs revenus. Ce qui est classique, évidemment, quand les gens votent, c'est plutôt pour leur porte-monnaie. Mais ce dont on va parler, c'est de la manière dont les républicains ont instrumentalisé déjà depuis 40-50 ans les populations assez religieuses et qu'ils ont transformées en populations très religieuses en promettant de satisfaire leurs questions morales et spirituelles et notamment en faisant passer des lois qui allaient permettre de sortir de la décadence morale dans laquelle les démocrates auraient entraîné le pays. Et ensuite aussi, autre point important qu'on voulait dire, même si on le répète ensuite, c'est que, mais ça Lisa le redira, en fait la différence au point de vue vote populaire, c'est-à-dire au point de vue voix individuelle entre les deux candidats Kamala Harris et Trump était minime. On estime que c'est à 1,6%. Et même, Lisa pourra l'expliquer un petit peu, il est probable qu'il y a eu des fraudes dans le camp, enfin disons, qui ont permis à Trump de Hmm. récupérer Oui, pas davantage de votes. exactement des fraudes, mais une politique de suppression du vote qui est pas forcément illégale en fait. Voilà. Alors, est-ce que Et tu peux voilà. justement, voilà, expliquer? Et ensuite, est-ce que tu peux nous parler du problème des cycles en politique avant Mhm. d'aborder donc le début de notre présentation? Donc, ce qui peut expliquer le virage conservateur des États-Unis au niveau des années 80, c'est tout ce qui s'est passé avant. Et en fait, le point de départ, on peut choisir à deux endroits, à la fois la suite, la réaction à la Grande Dépression qui a mené à des politiques extrêmement progressistes et qui a fait qu'on est resté pendant plus d'une trentaine d'années, quasiment 40 ans, dans une période démocrate et très à même de développer des politiques sociales. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où on a vraiment un virage qu'on appelle le consensus libéral, où on a vu de nombreux présidents appuyés par leurs électeurs qui choisissent l'expansion des droits civiques à une plus grande partie de la population. Et cela, ce n'est pas entendable pour de nombreux conservateurs, notamment dans les États du Sud, ce qui va les amener à modifier les valeurs qui sont défendues à l'intérieur de chaque parti. Et donc, on voit bien au niveau des années 70 que, alors que les partis étaient plutôt pluri-idéologiques, et notamment dans certaines régions comme les républicains, qui étaient finalement assez progressistes dans les États de l'Est, et les démocrates qui étaient très conservateurs dans les États du Sud. Donc, il y a une fuite des démocrates conservateurs vers le Parti républicain, une polarisation qui s'accélère à la fin des années 70. Avec Bernadette, on était d'accord pour dire que le président qui a le plus déçu ses électeurs, et notamment ses électeurs croyants, ses électeurs évangélistes ou évangéliques, selon les préférences, c'est Carter. Carter était connu comme un candidat très croyant, et en tant que personne, il a choisi de faire la coupure entre sa vie privée et sa vie publique de président. Et toutes les espérances qui étaient derrière lui de mettre fin à ce consensus libéral, elles ont été déçues.
parce que finalement, c'était un président qui a refusé de mettre en pratique quoi que ce soit qui ait un rapport avec une montée du religieux dans la sphère publique. Et de fait, ça a mené en grande partie à l'élection de Reagan, qui était, elle, soutenue par une organisation conservatrice qui est née en 1973, la Heritage Foundation, qui est celle-là même qui pousse le programme politique de Trump aujourd'hui. Et la Heritage Foundation a écrit un programme, c'est plus qu'un programme, c'est un mode de vie politique, c'est une direction pour la nation, ça s'appelle Mandate for Leadership, donc un mandat pour le leadership, pour la gouvernance, une direction politique à donner à tous les niveaux économiques, sociaux, la manière même de comprendre la Constitution est décrite verbatim dans le texte qui aujourd'hui fait plus de 900 pages, et elle a été initiée par des personnes très conservatrices et qui mêlent ainsi la politique et la religion. Mais la religion, c'est pas forcément ce qui les porte le plus, mais ça en fait partie parce que ça va aider à attirer une partie de l'électorat qui ne se retrouve pas dans la politique de Carter. Donc ça, ce Tout sont à les cycles. Mm. Ouais. Ça, ce sont les cycles. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, puisque ce dont on parle encore, même si c'est la fin, c'est le fameux quatrième réveil religieux, mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur à partir de la guerre froide. Alors est-ce que tu peux Oui. expliquer aussi un petit peu cette situation? Alors, le quatrième réveil religieux, Ah c'est non, plusieurs vagues. Mais en fait, si tu veux parler du religieux, ça serait plutôt ta branche que oui, la mienne. oui, oui, non, je vais parler de ça. Mais oui, je vais plutôt en parler. Alors, c'est vrai, mais c'est à partir de la guerre froide. C'est parce que ce qu'on appelle le réveil religieux, les réveils religieux aux États-Unis, je pense peut-être en avoir déjà parlé dans un entretien, je ne sais plus, mais ce sont des périodes de grand activisme par des prédicateurs, par des entrepreneurs du religieux, comme on dit en sociologie, qui vont réveiller le besoin de spiritualité des gens. Mm. Ils l'ont déjà, mais ils vont le réveiller en proposant des activités tout à fait stimulantes, des grandes rencontres, des services religieux absolument extraordinaires et beaucoup de prédications. En général, ces réveils, il y en a, on est au quatrième, ces réveils durent 30 à 40 ans. Mm. Il y en a eu au début de la période américaine, de la colonisation, pardon, excusez-moi, je dis une ânerie, au début de la conquête américaine, hein, de la colonisation. Donc, ça, c'est un des premiers. Ensuite, il y en a au début du XVIIIe siècle, puis un très grand, ensuite début XIXe, et un autre fin XIXe qui va être un réveil où le religieux va être activé contre les progrès de la science, contre le darwinisme et aussi contre le christianisme social. Et puis, il y en a un autre qui va être stimulé par les politiciens lors de la guerre froide, puisqu'il va s'agir pour les politiciens américains, pour l'administration américaine, de montrer la différence avec les pays communistes, puisque les pays communistes sont matérialistes, c'est-à-dire ne croient pas en Dieu, sont athées, alors que les États-Unis sont un pays éminemment chrétien, donc du côté du bien, puisqu'il est bien évident que le monde est séparé entre le bien, le mal, et le mal ne peut être que le communisme athée, etc. Et donc, l'idée, alors on ne sait jamais si ce sont des politiciens qui suggèrent ça ou s'il y a des gens qui sont prêts à sauter sur la vague. Je pense que c'est à peu près concomitant, mais un évangéliste a commencé à devenir très célèbre à ce moment-là, donc dans les années, fin des années 40 et puis les années 50, c'est Billy Graham. Alors je vous le montre, vous le connaissez forcément parce qu'il est mort. Bon, il est mort maintenant depuis pas mal d'années, mais il était très âgé. Donc vous le voyez ici, euh, c'est voilà Billy Graham. Il est mort en 2018, mais il a vécu donc 100 ans, un petit peu comme Carter d'ailleurs, hein, qui est mort Oui, il y a quelques mois, hein. en décembre. Voilà, en décembre, donc c'est à peine quelques mois, et qui a vécu aussi plus de 100 ans. Donc ça, c'est Billy Graham qui a été tout de suite recruté pour aller prêcher d'abord aux États-Unis la bonne parole, donc rassembler les foules dans de grandes croisades, ça s'appelle des camps de renouveau religieux, des camps de revival. Donc on rassemble autant de gens qu'on peut, c'est comme des espèces de rave parties de nos jours si vous voulez, mais éminemment religieuses où on ne parle que de la Bible.
Et c'est cet homme-là qui a été envoyé dans divers pays dans le monde entier pour prêcher l'American Way of Life, qui est forcément le côté chrétien, etc. On l'a même vu, enfin, moi j'ai beaucoup étudié ce qu'il faisait, ce qu'il disait, il a fait des grandes croisades en Europe, quelques-unes en Europe de l'Est, il en a fait aussi en Russie. Et on l'a vu un petit peu partout. Il est même venu à Paris. Et si certains d'entre vous sont des littéraires, si vous avez lu Mythologie de Roland Barthes, il y a un chapitre tout à fait délicieux qui porte sur la croisade de Billy Graham au Veldiv, où évidemment le pauvre Billy Graham essaie de convertir les pires des athées, et c'est assez amusant. Mais bon, moi j'ai assisté ensuite à une croisade, il en a refait une au début des années 80 à Paris, et c'était retransmis à Bordeaux, et je me souviens être allé au Quinconce à Bordeaux avec des étudiants suivre cela, c'était retransmis sur d'énormes panneaux de télévision, enfin de vidéo, et ça marchait très très bien. Donc même en France, si vous voulez, entre les années 50 et les années 80, il y a eu un grand mouvement aussi qui a rendu l'évangélisme assez populaire. Alors le voilà encore ici, sa position typique, hein, il tient toujours la Bible. Un prédicateur évangélique a toujours la Bible. C'est une Bible avec une couverture souple, donc vous pouvez l'ouvrir de façon assez facile. Alors ensuite, c'est évidemment une photo assez célèbre puisque c'est Billy Graham avec Nixon, mais Billy Graham, par rapport aux autres télévangélistes que j'ai pu étudier, est resté quelqu'un de très droit dans ses opinions. Et surtout, quand il s'est rendu compte que Nixon l'avait utilisé, là c'est une photo, bon j'ai trouvé sur Internet, hein, je ne les ai pas dans ma collection privée, mais Nixon avait l'habitude de venir lors des grandes croisades que menait Billy Graham pour faire en fait sa propre campagne. Et quand il a découvert ce qui s'était passé lors du fameux scandale du Watergate, quand il a entendu les enregistrements de Nixon qui jurait comme un diable, etc., il a décidé de ne plus du tout se mêler de politique. Alors, on l'a quand même appelé, si vous voulez, le pasteur de l'Amérique parce qu'il a continué à être une espèce de conseiller pour tous les présidents, mais sans prendre position ensuite en leur faveur, sans les soutenir publiquement, etc. Et c'est pour ça j'ai mis une photo ici de lui très vieux avec Obama, voilà. Et une étudiante m'a envoyé cette photo. Vous voyez, c'est une célébrité, c'est les étoiles à Hollywood sur le strip, voilà. Mais pour montrer aussi que tous les Américains ne sont pas dans la mouvance évangélique et ne suivent pas du tout, sont tout à fait révulsés en fait par ce qui se passe, j'ai trouvé ce matin cette petite publicité en tapant Billy Graham. Alors c'est un film parodique. Vous avez ici le révérend Billy. Et le titre, c'était dans les années 70-80, il y avait des grandes publicités qui, oh là là, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, demandez-vous ce que Jésus ferait. What would Jesus do? Et donc là, c'est une satire, en fait, du commerce qui est né de tout cet évangélisme qui s'appelle Qu'achèterait Jésus? Voilà. Donc, c'est assez amusant. J'ai trouvé ça amusant de vous parler de ça. Voilà. Donc, ça, c'est le quatrième réveil qui commence. Alors, Billy Graham, et d'autres évangélistes, mais surtout lui, ils vont mener leur petite campagne, mais ça va devenir de plus en plus important. Et puis surtout, ce grand réveil religieux, dans une première étape, il va attirer des fondateurs de nouvelles, enfin, il va recouvrir, si vous voulez, en tout cas dans ce mouvement, on va trouver des fondateurs de nouvelles religions avec beaucoup d'influence orientale, puisque c'est le moment aussi où arrivent énormément d'immigrants à partir de 65, puisque les États-Unis ont changé les règles d'immigration, et ont ouvert les vannes aux pays du tiers-monde. Donc beaucoup de gens arrivent d'Inde, très souvent d'ailleurs ils sont passés par la Grande-Bretagne où ils ont monté aussi des groupes religieux. Et puis ensuite, il y a le New Age qui est encore un petit peu différent, etc. Mais tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a aussi des jeunes hippies qui commencent à monter des groupes, mais quelques prédicateurs bien organisés vont récupérer un certain nombre de hippies pour les faire rentrer dans le droit chemin du christianisme. Et donc, on va avoir des groupes religieux hippies, mais chrétiens. Alors, christianisme un petit peu farfelu, hein, comme celui
des enfants de Dieu, etc. Bon, je ne veux pas développer, mais disons que le christianisme, si vous voulez, va essayer de récupérer tous ces jeunes en mal de leaders spirituels. Et petit à petit, on va les amener aussi dans le chemin de l'évangélisme, qui va devenir en fait la grande force de ce réveil jusqu'à nos jours. Et normalement, ça dure 30-40 ans. Donc moi, depuis que je faisais des cours là-dessus, j'arrêtais pas de prédire la fin. Je prédis plus du tout la fin parce que ça a été repris en main par les politiciens avec énormément d'argent impliqué là-dedans, ce qui fait que la partie strictement religieuse de ce fameux réveil, ben, elle continue parce qu'elle marche, si vous voulez, elle roule, tant tellement elle est soutenue par des intérêts financiers. Voilà. Oui, c'est intéressant que tu donnes cette date, puisque 2010, c'est l'arrêt de la Cour suprême Citizens United qui Oui, fait que, en fait, on pourrait imaginer que si cet arrêt n'avait pas eu lieu, hypothétiquement, oui, on aurait eu un autre cycle. oui, Mais de voilà. fait, comme les financements sont illimités dorénavant par les compagnies privées, on peut continuer à avoir le Ah oui, soutien oui, du conservatisme à travers la religion. oui, 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 Mm. tout à fait. Parce que normalement, il dure 30-40 ans, hein. Donc Ouais, là, ouais. ça fait déjà 80 ans, hein. Donc c'est Mm, tout à fait impressionnant. Alors, il faudrait que tu expliques. Alors, je vais expliquer aussi, avant de te passer la parole, ce qu'est l'évangélisme, en fait. Parce que on emploie ce terme un petit peu sans trop le définir. Alors, il faut savoir que ce qu'on appelle un mouvement. C'est-à-dire que c'est un regroupement de centaines de groupes différents qui peuvent être des groupes baptistes, mais il faut savoir que même chez les baptistes, alors les baptistes, ce sont des gens qui sont apparus dès la Réforme, hein, et qui refusent le baptême des enfants, donc ils baptisent exclusivement les adultes. Euh, et, mais et donc, ils sont arrivés aux États-Unis très vite, hein, après les puritains. Les puritains n'étaient pas des baptistes, hein, ce sont des congrégationalistes, mais les baptistes sont arrivés, ils se sont fait expulser d'ailleurs parce qu'ils étaient un petit peu moins durs vis-à-vis ouais. du pécheur, et puis ils ne croyaient pas aussi fortement à la prédestination, etc., etc. Mais ensuite, ils sont séparés en tout un tas de groupes, et notamment, il y a le plus gros groupe parmi eux, mais qui perd des membres régulièrement ces dernières années, c'est le groupe des baptistes du Sud, les Southern Baptists, qui sont des gens qui, lors des grandes réunions entre baptistes nationaux, avaient décidé de continuer à soutenir l'esclavage. Et donc, les autres baptistes ont dit non, non, ceci n'est pas chrétien, on se refuse. Donc, maintenant, les baptistes du Sud, évidemment, de toute façon, l'esclavage a été aboli, mais ils sont totalement, ils intègrent aussi les Noirs, ceci dit, c'est pas dans les mêmes églises, etc. Et ils sont restés très conservateurs, mais un peu moins qu'ils pouvaient l'être auparavant. Mais en tout cas, les évangélistes vont comprendre ces mouvements-là, plus certains méthodistes, pas tous, certains presbytériens, mais pas tous, des pentecôtistes, mais pas tous. Je vous donnerai un exemple d'action pentecôtiste en faveur de Trump tout à l'heure. Et donc, ça représente en tout quelques 25% de la population, hein. On estime que alors les Américains sont autour de 330 millions. Alors maintenant, puisqu'il va y en avoir de déportés, mais ce sont les illégaux, donc ça ne devrait pas changer les chiffres. Mais c'est à peu près ça, hein. Mais il me semble, hein, Lisa, hein, on est à 330 millions, hein. C'est Mm. ça? Oui. Ouais. Et à peu près, on estime donc le quart qui serait évangélique. Voilà. Mais c'est pas un bloc complètement, si vous voulez, soudé. Il y a quelques évangélistes qui vont être démocrates, qui peuvent être vers ce qu'on appellerait une gauche, etc. Mais assez massivement, ils ont voté républicain. On va dire qu'ils vont voter républicain à 80%. On a des chiffres là-dessus. Voilà. Et ils s'appellent, alors, les évangélistes, au sein de cette énorme masse, il y a ce qu'on appelle les fondamentalistes, qui sont des gens qui sont revenus, qui estiment qu'il faut revenir au fondement du christianisme, c'est-à-dire au christianisme des premiers temps, d'où le nom fondamentaliste, et prendre la Bible littéralement. C'est-à-dire évidemment la version qu'ils ont, la traduction qu'ils ont, la prendre au pied de la lettre. Et c'est un mouvement qui est né fin 19e, lors de rassemblements de divers groupes. Alors, il y avait des presbytériens, il y avait des méthodistes, etc., etc., dans des réunions près des chutes du Niagara, qui est un haut lieu de congrès. Et pendant des années, ils se sont réunis et ils ont écrit des livres qui s'appellent Les fondements de la religion chrétienne. Voilà, c'est de là que ça vient. Alors, maintenant, je pense qu'il faut parler et ça c'est à toi Lisa, de justement ce que tu as appelé le consensus libéral, mais
parler justement des arrêts de Cour suprême, disons des Mhm. grands progrès sociétaux de la société américaine, occidentale même, enfin en général, mais la société américaine contre lesquels justement, contre ce que certains appellent des progrès, contre lesquels les conservateurs luttent. Alors, la première décision la plus problématique pour les Américains conservateurs, c'est la déségrégation des écoles en 1954. Je pense vraiment que c'est ce qui a fait basculer beaucoup de personnes parce qu'il était considéré comme une intégration forcée, que ça allait à l'encontre des vœux de la population dans cette région. Et notamment, la population générale n'était pas forcément ouverte à l'idée que leurs enfants blancs puissent interagir avec des enfants noirs, leur peur étant qu'il y aurait un mélange des groupes ethno-raciaux, et ça, c'était inimaginable à l'époque. Donc, ils ont senti que l'État fédéral prenait des directives qui allaient à l'encontre des valeurs de la population générale. Par la suite, la religion qu'ils essayaient de à laquelle ils essayaient d'avoir accès dans le public a été bloquée par une autre décision de la Cour suprême en 1962, c'est Envo versus Italie, qui interdit donc à l'administration scolaire l'organisation de prières. Effectivement, moi, quand j'étais au lycée là-bas, c'était tout à fait sérieux. Il y a énormément d'élèves qui souhaitaient prier, notamment pendant les cours d'instruction civique, parce qu'on avait des cours d'instruction civique. Et donc, il y avait ce flou artistique où on devait se lever et prêter allégeance à l'État américain, moi incluse, française. Mais il était hors de question que qui que ce soit se lance dans une prière, que ce soit à la cantine ou que ce soit dans les cours. Donc ça, c'est une décision qui était prise très tôt, au début des années 60. Et ça encore, ça a froissé énormément de personnes aux États-Unis qui ne considèrent pas que l'État et le religieux doivent être séparés, puisque c'est quelque chose pour eux qui est complètement mêlé. Ensuite, on a eu d'autres décisions qui ont interdit la Bible à l'école, alors que des étudiants avaient la Bible avec eux de la même façon que Billy Graham se baladait avec sa Bible à longueur de temps. Et donc, il y a eu cette idée qu'il fallait non seulement défendre et étendre les droits à un plus grand nombre de personnes possible, mais aussi qu'il fallait véritablement séparer l'Église de l'État. Et l'arrêt de trop, ce qu'on a appelé l'arrêt de trop, c'est l'arrêt du début des années 70, 1973, qui a inscrit finalement dans la Constitution, dans une compréhension de la Constitution, que le droit à l'avortement était un droit fondamental garanti pour les femmes. Et ça, c'est pas entendable non plus. Donc véritablement, c'est un tsunami de décisions très progressistes qui, tout au long de l'histoire, il y a un parallèle, et j'aime beaucoup comparer avec le cheminement de Reagan lorsqu'il était jeune. C'est que Reagan, il a monté toute sa carrière au niveau local en Californie sur la lutte contre le communisme. Il était extrêmement virulent, il était très très agressif, très radical dans sa lutte contre le communisme, la défense des valeurs familiales, la défense des valeurs religieuses. Et finalement, lorsqu'il a été élu au début des années 80, il était pas du tout aussi radical ni agressif. Finalement, il n'avait pas un programme très clair. On dirait qu'il s'est laissé porter en fait par les membres de la Heritage Foundation, puisque il a accepté de distribuer le fameux programme Mandate for Leadership à toutes les personnes dans l'administration fédérale. Mais lui, c'était juste un excellent communicant. Donc, il aimait beaucoup parler. Il avait effectivement des valeurs assez traditionnelles, mais il était aussi très ouvert d'esprit. Hein. Sa femme était connue pour organiser des dîners avec des personnes afro-américaines régulièrement, avoir des amis gays. Enfin, vraiment, c'était pas du tout quelqu'un qui embrassait toutes les valeurs qui étaient les valeurs traditionnelles. Mais pour autant, dans la population générale et parmi de nombreux leaders et religieux et politiques, toutes les décisions prises par la Cour suprême entre 1954 et 1973 vont à l'encontre de leurs valeurs. Et de fait, ils vont monter comme ça en sous-marin pendant toutes ces années où on considère qu'il y a un consensus libéral, pendant tout ce temps-là, depuis le début de la guerre froide. Il y a des personnes qui s'organisent petit à petit, c'est très progressif, et ça naît notamment en Californie, pour lutter contre et défaire ce consensus libéral dès la fin des années 70, avec le tournant Carter et l'arrivée au pouvoir de Reagan. Très bien. Alors là, c'est là justement qu'arrivent les fameux groupes tels que la moral majority, la majorité morale. Alors,
à ce moment-là aussi, c'est tout à fait intéressant parce que c'est un petit peu comme pour quand Billy Graham a été recruté, parce qu'on l'a entendu faire des prêches, on l'a trouvé très bien. Dans les années 70, donc comme tu as dit, alors Carter a été élu en 76 hein, et Reagan donc en 80. 76, oui. Euh, Après, il, Comme il n'a pas rempli donc la le mission contrat, qu'on l'espérait qu'il allait avoir, puisqu'il était baptiste, et Baptiste. sa sœur était une très grande prédicatrice baptiste. Donc tout le monde s'est dit, chouette, on a mis un baptiste au pouvoir, et donc il va Et donc, redresser la moralité du pays. Et donc, à ce moment-là, plusieurs prédicateurs, et notamment un dont je vais parler un petit peu plus, ont rencontré des responsables républicains en se disant il faut absolument qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire ce qui intéressait les républicains, les politiciens républicains, c'était de pouvoir absorber le public gigantesque que représentaient évidemment les évangéliques. C'est-à-dire que les évangéliques étant à l'église toutes les semaines ou devant leur télévision, puisque il faut aussi parler de l'importance des moyens qui se développe à partir des années 50, la radio, la télévision, et puis bien sûr ensuite Internet, etc. Et ça, c'est aussi une très grande composante en fait de l'impact du religieux depuis ces années-là. Et c'est à partir de ce moment-là que quelqu'un comme, je vous le montre ici, euh, alors pardon, je partage, excusez-moi, voilà ici quelqu'un comme Jerry Falwell, que vous avez certainement vu à un moment donné. Vous le voyez ici. Je repars, j'avance un tout petit peu, vous allez le voir un petit peu mieux, le voilà. Donc, dans les années 70, il fonde avec donc des responsables du marketing, avec des gens qui appartiennent à la fameuse fondation Heritage, Heritage Foundation, la fondation, on ne peut pas dire du patrimoine, parce que chez nous, ça a un autre sens, mm, mais c'est l'idée de retrouver évidemment le véritable patrimoine de la nation. Ils fondent donc un mouvement qui est à la fois religieux et politique. On peut absolument pas séparer les deux, mais avec, disons, deux branches pour le fonctionnement, pour que le fonctionnement reste légal. Donc, il la fonde en 1979 et il affirme vouloir rassembler non seulement les protestants, mais aussi les juifs et les catholiques pour redresser toujours la nation. Alors, je vous ai mis une petite vidéo, mais je pense que je ne vais pas arriver à la voir tout de suite, donc je la passerai tout à l'heure. Mais ce groupe-là va fonctionner donc par croisade, comme je l'ai dit. Le programme moral, il y a un programme moral qui est tout à fait intéressant parce que c'est quasiment le même que de nos jours. Je vais revenir dessus. Et ensuite, l'idée, c'est de répéter à l'infini ce programme qui est basé sur quelques questions, ce qu'on appelle les issues, quelques questions importantes. Et on va les répéter sans arrêt, afin de maximiser, si vous voulez, l'impact de la campagne menée en premier dans les églises et donc aussi à la télévision, etc. Et puis dans les meetings politiques. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voulait dire, c'est que moi, j'ai commencé à les observer, enfin, je les ai observés leur naissance, parce que c'est à l'époque où je faisais ma thèse et j'étais beaucoup en Californie. Et donc, j'ai été la première en France, puisqu'après, on me l'a bien dit, il y a quelqu'un qui a débuté des recherches à partir de ce que j'avais écrit, un texte sur la moral majority en 81 que j'ai présenté. Je l'ai relu là pour aujourd'hui et je me suis dit que c'était assez impressionnant parce que c'était les mêmes questions de nos jours. Mais donc, on se dit qu'il faut à peu près 40 ans pour un tel mouvement pour démarrer et puis finalement accéder au statut, donc démarrer en tant que petit groupe minoritaire, hein, et ensuite accéder au statut majoritaire et être installé dans les trois branches du gouvernement américain, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'actuellement, bon, évidemment, tout le monde sait que Trump est à la Maison-Blanche et que les républicains sont également majoritaires au Congrès, donc dans les deux branches, mais aussi le et à la troisième Cour suprême. branche, c'est la Cour suprême qui a un pouvoir extraordinaire et qui est à 6 contre 9, excessivement conservateur. Et ces 6 contre 9 enfin, il y en a 6 contre 9 qui sont catholiques en plus. Alors, ça m'a amusé aussi de réaliser à quel point puisque j'ai assisté à leur début et j'ai étudié leur début, mais à quel point j'avais manqué d'ambition, parce que moi, 45 ans après, je suis à la retraite et eux sont à la Maison Blanche. Donc ça m'a beaucoup amusé de voir ça. Voilà. Alors, les fameuses questions sur lesquelles ils se penchent pour remoraliser le pays. Alors,
c'est bah, la défense nationale, c'est-à-dire qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour l'armée, etc. Et on l'entend tous les jours, il faut aussi que tout le monde le fasse, tous les alliés le fassent. Alors ça, c'était une réaction à la défaite au Vietnam, hein, puisque Mhm. avec la défaite au Vietnam, les Américains ont eu tendance à redevenir isolationnistes et à ne plus vouloir trop parler de budget, de la défense, etc. On n'a plus trop voulu parler du budget du Pentagone, du complexe militaro-industriel, etc., etc. Et donc, bah, très vite, évidemment, il y a le retour et on dit non, 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 il faut beaucoup dépenser. Ensuite, c'est diminuer l'aide sociale qui coûte trop cher. Alors, si vous avez suivi, vous voyez que c'est exactement ce que fait Trump en ce moment, puisqu'il coupe tous les budgets de ce qu'on appellerait, nous, quasiment, oui, la sécurité sociale pour les pauvres, l'aide au développement pour tous les pays étrangers, etc., etc. Ensuite, l'aide, il faut diminuer l'aide sociale, il faut gérer l'éducation de manière chrétienne. Donc ça, c'est tout un programme. S'occuper de la famille. Et là, j'ai vu que la campagne maintenant contre l'avortement. Enfin, de toute façon, maintenant, l'avortement n'est plus autorisé au niveau fédéral, c'est chaque État qui décide. Mais ça s'appelle, pour faire plaisir aux femmes, ça s'appelle protéger la santé des femmes et la santé des familles. C'est le nouveau programme, donc on voit que c'est un travail sur la famille. Ensuite, il y avait aussi quelque chose, mais bon, qui a disparu, je parle à peine, c'était, il y avait un projet d'amendement pour que l'égalité hommes et femmes soit véritablement inscrite dans un amendement de la Constitution. Bon, c'est Mhm. pas Ça y est. c'est pas passé, et puis c'est pas maintenant que ça va passer. Et ensuite, lutter contre l'homosexualité, mais lutter, voilà. Alors ça, bah, vous avez vu que Trump fait arrêter l'arrêt des soins pour les personnes transgenres et également arrêt des règles de protection des minorités sexuelles, etc. Interdiction aussi des transgenres dans l'armée. Je viens de voir que les femmes qui sont les prisonnières qui sont des transgenres devenues femmes, on doit les mettre dans les prisons pour hommes maintenant. Alors, il y a un juge qui vient de bloquer ça. Ça, c'est tous les jours, hein. C'est-à-dire toutes les heures, il faut être accroché aux informations, mais ça se passe donc ces jours-ci, hein. Et puis, ensuite, évidemment, il y a la question de l'avortement, comme tu l'as dit, hein, c'était la grande question. Eh bien, la Cour suprême a renversé donc son arrêt de 1973 en 2022. Alors, ça peut paraître étrange puisque 2022, c'est Biden, mais en fait, Biden ne pouvait rien contre la Cour suprême puisque Trump avait nommé déjà trois membres de la Cour suprême, et il y en a neuf, hein, et qui ont été donc très influents. Voilà. Alors, on a dit, je continue un petit peu là-dessus, sauf si tu veux ajouter quelque chose, Lisa, mais le Ben, en fait, fonctionnement. là, ce que tu as décrit là au niveau du religieux, c'est le programme de Mandate for Leadership. C'est Ah oui, le bien même. sûr. Oui, C'est oui, mot oui. pour mot la même chose. Sauf Et que ça, maintenant, il fait 900 pages oui, et oui, que c'est tout ça. est décrit de manière extrêmement précise. Il y a 400 personnes hein, qui ont écrit le programme de 2025, ce qu'on appelle le projet 2025. Projet 2025, oui. Ouais. Et donc, il fait 911 pages et il reprend les mêmes principes Oui, oui. que ceux que tu viens de décrire. Exactement les mêmes à la virgule. Et ce sont les mêmes principes qui étaient proposés dans le premier mandat pour le leadership qui était censé être le guide gouvernemental de Ronald Reagan. Parce qu'en fait, la Moral Majority, quand elle s'est fondée avec des religieux, mais aussi les membres de groupes tels que il y en avait une coalition qui s'appelait la coalition Sagebrush Coalition. Sagebrush, ce sont des espèces d'armoises que vous trouvez dans l'Ouest américain. Et si vous avez voyagé aux États-Unis ou si vous avez regardé les westerns, vous les voyez. C'est des espèces de touffes d'herbes très sèches qui roulent avec le vent. Donc, c'est le Mhm. symbole de l'Ouest, des films, des westerns, etc., etc. La Sagebrush Rebellion, donc la rébellion des gens de l'État de l'Ouest, qui refusaient que, bah, c'est toujours le cas d'ailleurs, les trois quarts des terres dans l'Ouest américain appartiennent au fédéral, mais sont donc protégées soit sous forme de parcs, soit sous forme d'espaces de wilderness, donc de terres sauvages, hein, c'est un peu compliqué à traduire, mais ce qu'ils voulaient, eux, c'est qu'on puisse continuer à forer pour le pétrole, qu'on puisse continuer à avoir des mines, etc., etc. Donc, c'est toujours la même question. Et beaucoup de ces terres, alors pas énormément, hein, enfin, ces terres fédérales, certaines sont réservées pour les Indiens, ce sont des réserves indiennes.
le sol appartient au fédéral, hein, mais comme elles sont protégées d'une certaine façon, on ne peut pas ouvrir des mines n'importe quand, etc. Donc eux ont lutté dès ces années-là pour que les terres fédérales puissent être ouvertes à l'exploitation minière, gazière, etc., etc. Et ces gens-là étaient en cheville, enfin c'est la même équipe que la fondation Heritage, c'est-à-dire que ce sont des gens comme Paul Weyrich, qui est mort, je crois, en 2018, je suis allée Mm. vérifier, peut-être 2008, je ne sais plus. Un autre personnage, si vous avez bu de la bière américaine, vous avez tous bu, vous Course. avez dû boire de la bière Coors, voilà, et Joseph Coors était un des grands leaders de la rébellion de l'Ouest, hein, aussi de la Heritage Foundation et tout ça. Alors, comment ça marchait? Donc, moi, je vais décrire le fonctionnement religieux, puis tu pourras décrire les Pax et puis tous les problèmes avec le Johnson Amendment et tout ça. Mm. Donc, le fonctionnement, l'idée, c'est inonder les médias, je répète, parce que c'est vraiment important, par le discours religieux, moral et politique, ce qui ne fait plus qu'un. Mais en premier, ça se situe, donc, quand on parle de ces groupes du point de vue de la religion, donc, ça se situe en premier, ça se déroule en premier dans les églises. Alors, les églises évangéliques. On devrait dire des temples puisque c'est protestant, mais on dit church en anglais, on ne fait pas la distinction qu'on fait en français. Le plus célèbre donc d'entre eux que je vous ai montré, hein, Falwell, avait une église en Virginie, donc c'est un phénomène évidemment qui vient dans un premier temps du Sud, c'est la terre des baptistes du Sud, hein, et son église était dans une petite ville qui s'appelle Lynchburg, qui est devenue célèbre tout d'un coup à cause de ça, parce qu'il a monté aussi une université qu'il appelle l'université de la liberté. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la liberté du croyant, etc., etc. Et son église est sur la route Thomas Road, la route Thomas, donc ça s'appelle Thomas Road Baptist Church. Donc elle est devenue très célèbre parce qu'il a tout de suite retransmis tous les services religieux directement à la télévision. Donc moi j'en ai beaucoup regardé. Euh, je n'en pouvais plus. J'ai regardé les siens, j'ai regardé d'autres. Enfin, c'est des numéros assez spectaculaires, hein. Ça danse, ça chante, etc. Mais enfin, au bout d'un moment, ça donne un petit peu la nausée. C'est pas très, si vous voulez, c'est pas très zen ni catholique dans une belle église gothique, hein. Alors, ça commence comme ça. Donc, son show s'appelait All Time Gospel Hour, c'est-à-dire l'heure de l'évangile, mais du bon vieux temps. C'est-à-dire, en fait, on revient à ce qui était avant l'immoralité actuelle. Et c'était donc relayé absolument même vous pouviez le regarder quasiment 24 heures sur 24 parce que c'était en direct, mais ça repassait sans arrêt puisqu'il avait ses propres chaînes de télé. Enfin, il est mort, hein, maintenant, mais ses fils lui ont succédé, dont un qui est plus ou moins en prison, en tout cas qui a été déchu parce qu'il a eu tout un tas de comportements sexuels assez étranges. Donc c'est l'autre fils, le bon fils, c'est Abel qui maintenant le remplace et vous le verrez tout à l'heure. Donc il a sa propre chaîne, donc il passait ça sans arrêt. Alors ça commence par des chants. Et c'est toujours pareil, hein, dans toutes les églises évangéliques, c'est ça. Ce sont des chorales qui sont professionnelles, excessivement bien, excessivement bonnes, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous écoutez, si vous êtes au spectacle, c'est très 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 beau. Et je vais vous montrer le PowerPoint. Vous en avez quelques-unes. Je vous les montrerai en fait tout à l'heure parce que je les ai avec les chrétiens sionistes plutôt. Et donc, quand vous avez ça qui fonctionne, ensuite, vous avez le sermon. Alors, vous avez des offrandes, c'est très, très visible. Là, on apporte vraiment de l'argent. On le montre vraiment. Bon, maintenant, c'est plutôt de l'argent par virement ou par carte, etc. Mais ensuite, vous avez un sermon. Et le sermon dure très très longtemps. Ça, c'est dans la tradition protestante, puisqu'il n'y a pas un service religieux, il n'y a pas, il n'y a pas de liturgie au sens catholique du terme. La liturgie ici est les chants, le sermon et puis encore des chants. Le sermon commente nécessairement un passage de la Bible que chacun suit dans sa propre Bible, donc tout le public tout le monde a sa Bible, et les gens prennent des notes. Ensuite, ce sermon, ils sont toujours remarquables. Enfin, j'ai assisté à beaucoup de services dans beaucoup de ces églises de télévangélistes qu'on appelle les méga-églises, hein. C'est toujours remarquablement bien fait, très structuré, très intéressant. C'est très intelligent.
Et donc, vous avez dans ces églises, en fait, vous n'êtes pas obligé d'être protestant pour aller dans ces églises-là. Vous pouvez très bien être catholique, aller là de temps en temps, parfois à la messe dans une église catholique. C'est ça, vous ne vous sentirez pas, si vous voulez, en train de commettre un sacrilège, hein. Donc, c'est très intéressant. Puis, ensuite, petit à petit, vous avez des références à des sujets de société qui sont abordés, soit pendant le sermon, soit un petit peu à la fin, parce qu'on va vous passer un film qui va être beaucoup plus, si vous voulez, politique. Alors, si on est, vous le verrez tout à l'heure aussi, parce que si je fais en même temps, j'arrive pas à avoir tous mes dossiers. Chez les baptistes, vous pouvez assister à des, à des baptêmes pardon, en direct. Il y a une piscine soit sur la scène, soit derrière. On tire un rideau, tout d'un coup, vous êtes en direct avec les gens qui vont être baptisés. Et ensuite, alors si je fais ça, vous allez voir ça, mais je ne suis pas sûre, voilà, de pouvoir vous le passer en direct. Alors, est-ce que je l'ai ici? Voilà. Alors, voilà. J'essaie de partager. Now in the name of the Father, and now in the name of the Father, and the Son, buried in the likeness of his death, buried in the likeness of his death, raised in the likeness of his resurrection. Raised in the likeness of his resurrection. Awesome. Vous arrivez à voir? Un petit peu, oui. Mais le son est Alors, décalé. You want to snorkel in the mask? alors, voilà, vous avez un baptême. Okay, cool. Come on down. This is Emily Miller. C'est le Emily, fils come right on over, if you de would, Falwell. and let Jonathan. family come in. Awesome. And Emily, have you trusted Christ as your Lord and Savior? Well, Emily, how old are you? 8 years old. Voilà, donc vous voyez la piscine Okay. à l'écran. And so you've trusted Christ as your Lord and Savior, and because you have, and in obedience to the Lord's command, I baptize you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, buried in the likeness of his death, raised in the likeness of his resurrection. Awesome. Alors bon, il va la coucher. Bon, ça marche pas très bien comme ça. Come on down, Mason. Brother and sister? Your brother? How old are you, Mason? 11. All right, cool. Voilà. There we go. And so, Mason, have you trusted Christ as your Lord and Savior? Well, Mason, Voilà. because you have, Donc là, in vous avez obedience vu to un the Lord's baptême. command, I baptize you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Voilà, vous avez vu un petit peu. C'est tout à fait surprenant. Moi, la première fois que j'ai assisté à ça, je n'ai pas compris ce qui se passait. Et puis, j'ai compris que c'était juste derrière la scène où il y avait un baptême. Le monsieur que vous avez vu, c'est le fils de Falwell. Alors, ensuite, il y a une communion qui peut avoir lieu selon les églises parce que, alors, ce n'est pas l'Eucharistie au sens de transubstantiation, etc. Mais il y a la communion qui peut avoir lieu. Je vous montre comment on communie. On communie sans se déplacer. Et en communie, on vous apporte, vous restez à votre place, et on vous apporte des plateaux de petits gâteaux, là, de petits trucs d'apéritif, vous mangez ça, et puis on communique pas évidemment avec du vin, on est dans le domaine protestant, alors il y a quelques protestants qui vont prendre du vin ou du jus de fruits, mais ici c'est de l'eau, et vous voyez ici, ce sont des petits gobelets d'eau, donc vous tirez votre petit gobelet, voilà. Alors ça, c'était dans une église au Texas. J'aurais beaucoup de photos, mais elles sont pas, je les ai pas en digital, donc je vous les montre pas, voilà. Mais c'est tout à fait intéressant de voir ça. Et ensuite, ça, c'est maintenant, je passe la parole à Lisa. Il faut quand même savoir que ce que je viens de vous décrire, ça se déroule dans la majorité des églises évangéliques, hein, qu'elles soient orientées politiquement ou pas. Et ça se déroule également pareil chez les Afro-Américains. C'est-à-dire qu'en fait, là, on parle essentiellement de blancs, mais on pourrait avoir exactement les mêmes activités. On a exactement les mêmes activités chez les Africains américains. Si on est chez les pentecôtistes, eh bien, ça sera encore plus, si vous voulez exprimer physiquement. Je vous montre quelques images d'une église semi-pentecôtiste et mais blanche. J'ai pas de photo. J'ai des photos d'une église noire, mais elles sont pas assez bonnes pour passer là. Alors, j'ai ces photos. Je repartirai ensuite en arrière. Voilà. Ça, c'est dans une église à San Antonio, une église qui est très célèbre, qui s'appelle Cornerstone Church. Je pensais l'avoir écrit, mais ça ne se voit pas. Et ce personnage que vous voyez, c'est un prédicateur très célèbre qui s'appelle James Hagee, H-A-2-G-E-E, qui est le grand
maître, si je peux dire, le grand prédicateur des chrétiens sionistes, c'est-à-dire des évangélistes qui soutiennent l'État d'Israël. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, Netanyahou est avec Trump parce que, et qu'ils ont donc décidé que les Américains allaient transformer Gaza en Côte d'Azur. Donc, on en apprend tous les jours. Alors, c'est un pentecôtiste, c'est un évangélisme de type pentecôtiste, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va rentrer en vous et va vous faire agir physiquement. Donc là, vous le voyez, il écoute quand son fils parle. Ça, c'est la chorale pour vous montrer. Voilà, je l'ai marqué, Cornerstone Church. La chorale est gigantesque, hein. Alors, on est dans une méga église qui peut contenir plusieurs milliers de personnes et le service a lieu plusieurs fois par dimanche, hein. Ça, c'est les gens, vous voyez, ils se lèvent pendant le sermon, et puis ils lèvent les bras au ciel, ou ils se mettent à crier. Là, le fils reprend le sermon, ça c'est une chanteuse, et puis là, le père regarde. Ensuite, le père parle et le fils regarde. Ça, c'est très intéressant parce que chez tous ces télévangélistes, comme ce sont de véritables industries familiales, il est très important de former les enfants. Alors, Falwell a formé ses enfants, mais il y en a un, comme je vous l'ai dit, qui a péché, donc il est exclu. Et le baptême que vous avez, la cérémonie de baptême que vous avez vue, c'est le bon fils, c'est celui qui reprend maintenant, qui a repris l'église de Lynchburg. Dans cette église, comme ce sont des chrétiens sionistes, vous avez, alors on ne le voit pas très bien, mais c'est le drapeau d'Israël sur la scène. Et puis, vous avez aussi les représentations des 12 tribus d'Israël. Alors ça, j'ai pris mes meilleures photos, tribu de Ruben, tribu de Simon, etc. Et dans la cour, vous avez un petit morceau ici du mur du temple, c'est-à-dire du mur des lamentations. Et puis vous avez prions pour la paix à Jérusalem, que le peuple, hein, ils vont prospérer dans leur amour pour toi. Psaume 122, 6. Et là, c'est une statue de apparemment Jésus qui lave les pieds à ses disciples. Voilà. Alors, ça, c'est un groupe qui est très intéressant aussi, mais qui est juste un des dizaines de groupes, hein, qu'on a pu voir euh, ensuite. Et avant que tu nous expliques donc le fonctionnement politique à partir disons, de Reagan, hein, ces groupes-là, tels que la Moral Majority, sont restés assez discrets au début, puis ensuite ont pris de plus en plus d'ampleur. Et notamment, ici, on voit un homme qui s'appelle Pat Robertson, très célèbre, et qui a monté ce qui s'appelle CBN. Alors évidemment, c'est pour ressembler à CBS, hein, la grande chaîne américaine, mais là, c'est Christian Broadcasting Network, le réseau de diffusion chrétien, et qui est devenu ensuite un des principaux télévangélistes. Alors, on le voyait à l'église, mais surtout, il est connu pour un talk show qu'il organisait toutes les semaines, qui s'appelait le Club des 700. C'était les 700 premiers donateurs. Et il est toujours présenté avec des politiciens, des acteurs, des chanteurs, le drapeau américain, bien sûr. Là, vous voyez quelques images. Et il avait monté quelque chose la Moral Majority a arrêté de fonctionner à un moment donné. Et puis, c'est devenu après la coalition chrétienne. Et il y en a d'autres comme ça, mais ça, c'est une des plus importantes. Alors, vous le voyez ici avec notre ami Trump. Donc là, il est très vieux. Il est mort il n'y a pas très longtemps, hein. Le voilà. Et vous le voyez ici encore je ne sais plus quelle date, hein, mais c'est comme c'était avec Pence, ça devait être, je pense, vers 2018 ou quelque chose comme ça, ou 2019, hein. Voilà, vous voyez déjà MAGA, Make America Great Again, et vous voyez Pat Robertson en train de prêcher, de soutenir publiquement Trump et Pence. Voilà. Alors, Lisa, je te passe la parole, Oui. puisque Je maintenant, il veux faut bien parler mettre de l'accent sur politique. le lien entre, parce qu'en fait, ce que vous avez vu pour l'instant, vous avez vu des mouvements religieux et des phénomènes de masse dans les églises. Mais ce qu'il faut savoir, et je vais encore remonter un tout petit peu dans le temps, parce que cette date de 1954, elle restait très intéressante. Euh, Quel est le lien exact de toutes ces personnes? Quand elles viennent prier, en fait, elles viennent aussi, elles sont représentées en fait comme des donateurs potentiels pour les candidats du Parti républicain. En 1954, on a changé le code des impôts aux États-Unis en restreignant la possibilité pour les organisations caritatives, les universités et les églises de faire des donations aux candidats à différents niveaux, locaux, étatiques et fédéraux.
Et cet amendement, c'est l'amendement Johnson. Alors Johnson, il n'était pas président encore, hein, il était sénateur, mais il avait décidé donc de restreindre les possibilités des groupes religieux et même au niveau de l'éducation, hein, parce que ça inclut aussi les universités, donc c'est quand même très large. Et il considérait que c'était un moyen de s'assurer de la légitimité des candidats. Or, en 2017, lorsque Trump a fait son premier mandat, il a fait un décret qui est censé complètement éradiquer cet amendement-là. Il a exprimé l'idée selon laquelle cette manière de restreindre les donations, et par ailleurs, hein, ces donations à la base elles étaient déductibles des impôts, hein, on se rappelle. C'est une manière de restreindre les droits qui sont garantis par le premier amendement, donc la liberté d'expression et la liberté religieuse. Et donc avec un décret, hein, alors normalement c'est pas comme ça que ça marche la loi. Normalement il faut que le Congrès intervienne, mais bon apparemment c'est pas très important ce qui est légal et pas légal ces derniers temps. Donc avec un décret, donc de la branche de l'exécutif et pas du tout en proposition législative, Trump en fait il a renforcé la décision de la Cour suprême de 2010 qui enlève tout plafond aux donations privées. Et donc, en fait, quand il y a des congrégations religieuses comme ça qui se réunissent, elles peuvent aussi lever des fonds pour des candidats. Et comme les liens entre les organisations religieuses et les candidats républicains sont très forts, puisqu'ils ont été construits brique par brique depuis des décennies, et en fait, quand il y a un regroupement de masse dans les universités, potentiellement aussi, hein, dans les églises, c'est potentiellement un regroupement de donateurs pour un candidat à la présidence. Voilà. Et ça correspond aussi à ce que faisaient dès la Moral Majority, enfin dès ces groupes-là, faisaient les fameux PAC, les Political Action Committees, Mais ça, qui, c'était un moyen de contourner l'amendement Johnson. voilà. Et En fait, oui, en disant qu'on n'était pas une organisation caritative, mais qu'on était un comité d'action politique, on crée un flou qui faisait qu'on n'était plus considéré comme un organisme privé, mais comme une sorte de lobby. Donc, on avait le droit de défendre des valeurs à travers le financement d'une candidature. Et donc, c'était vraiment l'idée que les églises soient des comités d'action politique et donc que les églises potentiellement deviennent des super PAC. Comme si Johnson il avait anticipé cette possibilité en créant une restriction dans le domaine des impôts, mais ça a été renversé dès le premier mandat de Trump. Donc en fait, vous pouvez maintenant considérer les églises aux États-Unis comme des super PAC, comme des super comités d'action politique qui sont là pour financer les campagnes électorales des candidats républicains. Et d'où l'intérêt pour les candidats républicains de continuer à les attirer, parce qu'en plus, il n'y a pas de prix. Enfin, ils peuvent attirer le vote, notamment le vote des évangéliques, mais il n'y a pas besoin de leur rendre quelque compensation que ce soit. Parce que le programme est tellement large et couvre l'idée de valeur familiale, de restreindre l'état profond, le droit de l'état profond. Du coup, vous avez vu que depuis les années 50, 60, 70, il y a eu énormément de politiques d'expansion des droits des différentes populations qui sont considérées comme discriminées. Et donc, il n'y a pas eu besoin de répondre à l'attente de groupes religieux. Et pour autant, ils se sont mis à financer les candidats. Donc, c'est aussi sur d'autres questions que des questions de valeur religieuse. Oui, c'est tout à fait impressionnant. Alors, il faut dire que là, de ce côté, on parlera tout à l'heure pardon, des catholiques, mais justement, les catholiques ont refusé et refusent toujours aux États-Unis de soutenir quelque candidat que ce soit et de parler de politique, mais ce sont à peu près les seuls. Enfin, je pense qu'il y a d'autres groupes protestants. Les anglicans, par exemple, si vous avez suivi l'investiture de Trump, la grande cérémonie, une des cérémonies s'est déroulée dans ce qui est la cathédrale nationale à Washington, qui est une cathédrale épiscopalienne, hein, donc anglicane, si vous voulez l'autre nom, et l'évêque, qui est une femme, donc déjà, ça a choqué évidemment tous les autres bons croyants et notamment les catholiques conservateurs dont on parlera tout à l'heure, a fait enfin, c'est un discours, plutôt un discours qu'un sermon, tout à fait impressionnant, où elle Bon, a elle a sermonné, souligné, hein, tu sais bien d'utiliser ce nom, hein, parce qu'elle l'a sermonné en fait. Hein. voilà, elle a La tête qui sermonné, pesait, là, mais c'était incroyable. le début était à peu près neutre, et puis tout à coup,
elle a supplié Trump de manifester de la pitié chrétienne envers les pauvres, les nécessiteux, les accidentés, etc. Ce qui fait qu'il est devenu complètement enragé, fou furieux, avec une tête horrible. Vance, le vice-président, qui est un catholique, mais des plus conservateurs, s'est tourné vers sa femme d'un air de dire non, mais c'est pas possible. Et quand ils sont sortis, ils étaient prêts à déporter la brave évêque avec tous les Oui, autres oui, illégaux. ça a été dit qu'il fallait la déporter. Ouais. Voilà. Mm. Alors ça, c'est ce qu'il faut qu'on essaie quand même de bien expliquer. On parle d'un groupe gigantesque, mais peut-être 80% des évangéliques qui vont être dans cet esprit-là, mais pas tous, mais à eux, qui représentent à peu près 25% de la population aussi. Il faut faire attention à tout ça. Mais après, il y a quand même aussi à presque 25, enfin, il y a 22% de catholiques dont on parlera, et les catholiques sont divisés en deux grands groupes aussi, donc tout n'est pas très clair. Alors, maintenant, avant de passer justement aux catholiques, est-ce que tu peux nous dire un petit peu si avant quand même que la Heritage Foundation ait le succès actuel, cette période entre, disons, Carter et Trump, hein, est-ce Mm. que ces groupes-là ont réussi quand même à faire voter des lois en leur faveur ou non? C'est plutôt non d'ailleurs, hein. Plutôt non, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après les attentats du 11 septembre, où il y a véritablement une accélération des politiques qui vont renverser ce qui a été fait les années et les décennies précédentes. Donc il y a l'idée de renforcer la défense nationale, comme tu l'as expliqué, c'est un programme religieux et politique. Il y a l'idée, c'est l'époque où Bush crée le département de la sécurité intérieure. Ça, c'est tout nouveau, c'est 2002. Il y a l'idée de réduire les impôts et de réduire la taille de l'État fédéral. Donc ça, c'est mis en pratique directement dans le programme de W. Bush. Il y a l'extension des systèmes de surveillance avec la loi sur le Patriot Act, la loi Patriot. Et puis, il y a évidemment la crise financière qui va créer une nouvelle accélération, puisqu'il va y avoir besoin, bon, alors après, il y a la parenthèse Obama, hein, mais il y a cette idée d'instabilité économique. Et la réponse que le gouvernement doit apporter, c'est de déréguler pour pouvoir faire en sorte que, comme les banques qui ont été sauvées par l'État fédéral, elles ne fonctionnent pas bien, ben là, l'idée, c'est de déréguler le marché pour s'assurer que les intérêts privés soient ceux qui défendent ceux de la population. Alors, et justement, est-ce que tu peux nous parler de la... Parce que tu as dit la parenthèse Obama, mais Hum. c'est une parenthèse qui leur a permis de mieux sauter, en fait, parce que ça a Oui. stimulé leur aigreur et leur haine, d'abord envers les minorités raciales, les Noirs en Mhm. particulier, et Mhm. vers tout ce qui pouvait être minorité, droits sociaux, etc., etc. Bah, c'est quand même sous Obama qu'on a eu la légalisation du mariage homosexuel en 2015. Donc ça, c'est... Et puis les accords pour le climat à Paris. Et donc, bon, ça, c'est comme si il y avait un renouveau des politiques progressistes et du consensus libéral. Et donc ça va créer en parallèle la montée du mouvement du Tea Party, dont on n'entend plus parler, mais c'est quand même les mêmes personnes. Donc en parallèle à... Ah, Enfin, vous vous rappelez quand même... est-ce que tu peux expliquer le Tea Party? Euh, Oui, le Tea Party, c'est un mouvement qui s'est créé au niveau local pour soutenir c'est la même formation qui est à la fois politique et religieuse pour rappeler que les valeurs traditionnelles américaines sont celles qui doivent prévaloir et que Obama est une erreur de l'histoire. Et donc on a des candidats qui vont avoir un discours extrêmement radical. Donc c'est pas un parti, hein, même si ça s'appelle The Tea Party, c'est vraiment un véritable mouvement politique qui va émerger au niveau local en premier lieu, et notamment en Alaska, hein, de tous les États quand même, et qui va défendre des valeurs extrêmement radicales, comme si le fait que Obama soit un président afro-américain et qui défende des valeurs progressistes qui avaient été abandonnées par les précédents présidents engage une sorte de coup de balancier de l'échiquier politique pour que les personnes qui l'affrontent soient dans une radicalité conservatrice. Mais vraiment, c'est très impressionnant. Le discours est complètement frappadingue, hein. Ils proposent que tout le monde soit armé, les enseignants soient armés, que l'État profond soit complètement démantelé. C'est plus radical que ce qu'on voit dans le projet 2025. Et donc, on a l'impression que cette radicalité, elle est faite pour choquer, hein, parce que c'est ce qui arrive en ce moment en 2025.
le programme de Trump dans ces premières semaines, c'est le choc, la stratégie du choc, afin qu'il y ait une sorte de retour de balancier et que finalement la politique d'Obama soit, dès qu'il dès qu'il termine son mandat, qu'on revienne à des valeurs conservatrices. Donc il pousse très 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 à droite pour qu'on arrête d'aller vers la gauche. Oui, 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 c'est tout à fait passionnant. Alors, avant de parler des catholiques et du vote catholique, je voudrais terminer la partie sur les évangéliques en parlant de la, entre guillemets, spiritualité de Trump. Alors, je remercie ici un collègue et un ami américain qui m'a fait découvrir la personne qui est la grande conseillère spirituelle de Trump lors d'un colloque que j'avais organisé ici il y a 2 ans, et qui est Stuart Wright, qui a beaucoup écrit sur cette dame qui s'appelle Paula White et sur le mouvement auquel elle appartient pas complètement, mais disons elle en fait un petit peu partie, qui s'appelle la Nouvelle Réforme Apostolique. Alors, c'est cette prédicatrice Paula White, elle est née, c'est quelqu'un qui est né. Alors, le problème, c'est que si je vous mets des images, j'ai beaucoup de mal ensuite. Alors, je vous la montre. Elle est née dans les années 60. Alors, attendez, je vous la montre ici. On la voit pas beaucoup en France. Vous la voyez? Oui. C'est bon? Voilà. Mhm. Donc, vous allez tout d'un coup voir Trump, non pas avec sa tête très agressive de d'habitude et le poing levé, mais ici, c'est un bon petit enfant de cœur. Alors, c'est tout à fait spectaculaire, regardez-le. Donc, ça, c'est en 2018 et il écoute, et c'est Paula White, la jolie femme à droite, qui dirige une prière pour la leadership, à la Maison-Blanche. Donc, alors attendez, c'est en 2018, donc, c'est un dîner qui célèbre en fait les chefs évangéliques à la Maison-Blanche le 27 août 2018. Alors, quelle est sa relation avec cette femme qui est donc sa prédicatrice préférée? Donc, c'est une femme qui est née, elle s'appelle Paula Feu. Après, elle a épousé quelqu'un qui s'appelait White, elle s'appelait Paula White. Maintenant, elle a divorcé. Elle a épousé quelqu'un d'autre qui s'appelle Cain. Alors, elle s'appelle Paula White Cain, mais c'est toujours assez amusant. Elle est née en 1966 et elle est devenue prédicatrice. Enfin, là-bas, n'importe qui peut devenir prédicateur, hein. Et son show était retransmis à la télévision en Floride et Trump l'a écouté. Et en 2002, donc vous voyez que ça faisait déjà bien longtemps qu'il préparait évidemment cette alliance lui aussi avec des évangélistes. Alors, je la cite, elle dit Dieu, alors elle est pentecôtiste, vous allez entendre si j'arrive à faire marcher tout, sa bénédiction où elle annonce que Trump va gagner. Dieu a continué à ouvrir les portes pour moi jusqu'à ce qu'il y a 19 ans, donc ça elle raconte ça évidemment après, récemment, je reçois un appel téléphonique, je ne connais pas la personne qui m'appelle, il dit qu'il s'appelle Donald Trump, et puis, tout d'un coup, il l'appelle et lui dit, mais vous savez, je viens de vous écouter, vous êtes absolument fantastique, vous avez le facteur IT. Alors ça, c'est IT. Vous avez le facteur, c'est-à-dire vous avez vraiment le don de parler. C'est ça que ça veut dire, hein. Alors, elle lui répond, vous savez, monsieur, en fait, ça s'appelle être, alors en anglais, anointed, c'est en fait avoir reçu l'onction. Donc, c'est un terme éminemment très religieux, hein, puisque ça veut dire que Dieu vous a choisi, vous êtes une figure messianique, puisque Messie, ça veut dire être roi, hein. J'ai reçu l'onction. Donc, en fait, monsieur, si je suis fantastique, le facteur que vous trouvez que j'ai, ce don que j'ai, en fait, c'est parce que j'ai reçu l'onction divine. Et alors, elle dit, Dieu m'a dit d'aider Trump à connaître Dieu. Parce qu'en fait, Trump venait déjà de divorcer, il avait déjà 2 divorces, etc., etc., et il ne connaissait pas Dieu. Donc, j'ai accepté cette mission, ne sachant pas qu'un jour, Dieu allait me demander de lui montrer qu'il allait devenir le président des États-Unis d'Amérique.
Et c'est tout à fait impressionnant. Donc, il la contacte et elle va donc être embauchée pour servir à la fois, alors pas encore à la Maison-Blanche, hein, mais à Mar-a-Lago et puis un petit peu partout. Et elle va devenir son espèce de confesseuse, si on peut dire. Enfin, ça fonctionne pas tout à fait comme ça dans le milieu protestant, mais j'ai une autre image à vous montrer que j'aime énormément. Voilà, donc là, c'est une photo qui a été prise en 2020. Donc, c'est bon, ben, il n'était pas élu à ce moment-là, hein, mais elle va le protéger. Et ensuite, c'est un article que j'ai tiré de Mother Jones, qui est un journal très très à gauche, hein, et qui dit comment vous sortez de votre caravane, puisqu'elle habitait avant dans un parc à caravanes, hein, elle vient d'un milieu très modeste, jusqu'à la Maison Blanche. Il suffit de donner de l'argent au conseiller spirituel de Trump. C'est-à-dire que si vous voulez faire comme elle, c'est-à-dire suivre son modèle, eh bien, donnez-lui de l'argent. Elle a en fait, elle, un véritable business où elle demande beaucoup d'argent. Alors, quelque chose qu'il faut que je vous montre, c'est quand elle a prédit qu'il allait être élu, réélu. Hein. Alors, ça n'a pas marché parce que je crois que c'est une vidéo de... Alors, ici, la voilà. Donc, il faut que ça marche. Ça ne marche pas? Oh là 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 là. Excusez-moi, il faut que je fasse une petite opération ici. Non, je ferme ça. Alors, elle est tout à fait impressionnante hein, pour la white. Voilà. Et alors, je partage. Est-ce que vous allez voir? J'arrête ici ce partage. Alors, je fais maintenant un nouveau partage. Alors, est-ce que vous la voyez? Oui, Alors, attendez. Elle voit donc les anges qui arrivent. Hein. Voilà. And strike 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 until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. On va vous donner la victoire, vous comprenez. I hear a sound of victory. J'entends le son de la victoire. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven. In the corridors of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched now. Africa right now, from Africa right now. Les anges. Alors, angelic reinforcement, and victory. I hear the sound of victory. I and strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground. You will give us victory, God. I hear the sound of abundance of rain. I hear the Voilà, j'arrête le partage parce qu'il y a des interférences. Voilà. Après, elle se met à hurler dans des paroles qui sont des paroles incompréhensibles puisqu'elle parle en langue, puisque c'est la technique des pentecôtistes, hein, de tout d'un coup parler dans des langues que eux seuls comprennent et on n'arrive pas à voir. Alors, j'ai une autre vidéo, j'espère, non, c'est celle-là, une autre vidéo ici où on voit Trump. J'essaie de voir si c'est bon, si ça prend pas trop de temps. Voilà. Alors, est-ce que vous allez This voir? is how AI optimizes my schedule. This meeting got canceled. Ça, c'est Hooray! les We didn't pubs. really want to go anyways. But now I have a free afternoon and 1,000 things I need to get done. So C'est la what should I pub, work on ça va during parler, this ça va time? The passer. way I used to do it was spend the entire afternoon trying to figure that out. But Voilà. And Alors, I ça, can tell c'est you, that Pastor 2024. Paula White Kane is one of the most ethical, loyal, caring, amazing women in this country. Donc, elle annonce Paula White. You have C'est no idea how le many hours that conseil she has de put in to conseil pour making la foi sure she's serving au niveau you. national. And she gave everybody a seat at the Alors, il va parler d'elle. La voilà. Et alors, elle présente Paula White et puis après arrive Trump. Et Paula White va interroger Trump sur sa foi.
J'accélère un peu la musique. Bon, voilà. Alors là, c'est pas mal. Voilà, Paula White va lui poser la question. Thank you very much. That is a lot of religion out there. That's pretty. Il y a beaucoup de religions et c'est bien I like ça. that. On aime ça. President, we are so honored to have you join us in front of this very, very important faith summit. Ouais. You are my friend, and I am so blessed to have been a part of your life. Some people don't know, for over 24 years, as a part of, Bon. I feel, not Bon. only family, but your pastor. J'arrête là parce And que I got si. to work in the White Alors. House and represent People of Faith as senior advisor to Faith Initiative and Opportunity. One of the greatest Alors. honors ever. We have J'arrête ici parce que sinon on va prendre trop de temps. Mais elle va lui demander quelle est sa foi et donc il va expliquer que bien il a ça, etc., etc. Je vous passe ça. Alors maintenant, je pense qu'il faut qu'on avance. Est-ce que Lisa, tu pourrais nous parler un petit peu maintenant des catholiques, du vote catholique? Tu veux pas plutôt qu'on parle de la composition de la Cour suprême? Ah oui, 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 ben, parlons de la composition de la Cour suprême. Oui, ben, oui, d'accord, quand on parle des catholiques, bon, donne-nous quelques chiffres et puis après tu nous parles de la Cour suprême. Oui, oui. Mais les catholiques, en fait, tu l'as dit, hein, ils sont 22% de la population générale, alors que ben deux juges de la Cour suprême sur trois sont catholiques. Donc il y a quand même une sorte enfin, l'idée que la Cour suprême représenterait les États-Unis, elle peut être mise en question quand même, surtout que bon, après maintenant il y a 4 femmes et 5 hommes. Il y a pas mal de personnes issues des minorités. Il y a 2 Afro-Américains, une personne de confession juive, Elena Kagan, et puis il y a une Latina, Sonia Sotomayor. Mais ça fait quand même 6 catholiques. Et donc, comme tu l'as dit aussi, une Cour suprême beaucoup plus conservatrice que par le passé. Bon, on en a eu des cours suprêmes conservatrices, hein, de toute façon. Mais là, il s'avère que les Américains, dans leur ensemble, considèrent qu'elle est plus conservatrice qu'avant et qu'elle n'est pas forcément le reflet de leurs valeurs à eux. On a des statistiques, hein, qui montrent qu'il y a des ruptures, notamment sous Bush et en fonction des décisions qui ont été prises en 2010 et en 2022. On voit qu'il y a un décrochage entre les valeurs politiques de la population générale. Donc déjà, il y a dans la population générale, il y a un décrochage entre les hommes et les femmes, notamment chez les jeunes, où les jeunes hommes américains sont de plus en plus conservateurs, alors que les femmes sont de plus en plus progressistes. C'est les jeunes de 18 à 30 ans à peu près. Et donc la Cour suprême devient de plus en plus conservatrice dans ses décisions et de plus en plus active, alors que c'est pas une demande de la population générale. Enfin, c'est une demande de certaines catégories, mais pas de la majorité. Déjà, on peut voir ça comme ça. Oui, c'est tout à fait impressionnant. C'est quand même cette montée en puissance des catholiques. Alors, tu as dit que c'était à peu près 22% de la population. Ils sont en baisse, il y en a moins qu'auparavant, parce que le gros des troupes, c'était des latinos. Enfin, il y a beaucoup de latinos, mais beaucoup des latinos deviennent pentecôtistes ou passent au protestantisme. Et puis, il y a eu quand même beaucoup d'érosion dû à tous les scandales sexuels qu'il y a eu, qui ont été bien entendu médiatisés bien avant que ça le soit chez nous, avec des sommes tout à fait phénoménales qui ont été données à des victimes, et dans la ruine même de certains diocèses, mais qui a été en fait assez vite après compensée. Mais disons que les mutations de l'Église catholique aux États-Unis ont été tout à fait impressionnantes, beaucoup plus que chez nous ces dernières années, puisque c'était une église qui était très prospère, très populaire. Les meilleures écoles aux États-Unis sont catholiques, donc c'est une source aussi de conversion, hein, de recrutement. Mais ces dernières années, évidemment, tout cela s'érode un petit peu. Mais Mais ce qui est très politiquement, impressionnant, oui, c'est que les catholiques de la Cour suprême sont conservateurs, alors que dans la population générale, il y a quand même des divisions parmi les catholiques, notamment pour les raisons que tu viens d'invoquer, et il y a quand même un gros consensus de catholiques libéraux qui veulent défendre des questions sociales, alors que ce qui porte les catholiques conservateurs, c'est la question
des droits à la reproduction, c'est la question de l'avortement. Et c'est ce Oui, qui a fait que la décision de la Cour suprême a été de renverser Roe versus Wade en 2022 avec Dobbs. Donc ça, c'est vraiment la oui. marque, ce qu'on peut voir qui est la plus grande influence on peut pas dire la plus grande influence des catholiques aux États-Unis. On doit dire la plus grande influence des catholiques conservateurs, Oui, oui, des voire conservateurs. aux États-Unis, parce que c'est pas du tout représentatif de la population générale. Voilà. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a des groupes de réflexion, donc des espèces de think tanks catholiques très conservateurs, mais qui sont très influents au niveau de certaines universités et de certains groupes. Il y a une jeune femme, qui fait Marie-Gate Lebrun, qui fait un travail là-dessus. C'est tout à fait sidérant. Elle vient de passer un an aux États-Unis, enfin plusieurs mois aux États-Unis pour étudier ce cas-là. Ce sont des figures qui ont une théologie excessivement conservatrice, nous dirions-nous, qui nous rappelle un catholicisme d'il y a des générations passées, hein. C'est ça. C'est tout Ouais. à fait étrange, oui, oui. Mm. Mais qui sont très organisés aussi et qui travaillent avec le Parti républicain, parce que c'est jamais un isolat strictement spirituel, c'est toujours en lien avec les politiques. Mm. Alors, d'autres choses sur ces catholiques, c'est que le pape François est perçu par ces catholiques conservateurs comme étant un affreux Un communiste. gros Alors, je sais qu'en... beatnik, Comment? un gros beatnik. Oui, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui le pensent aussi en Europe, mais c'est beaucoup moins violent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'institution catholique aux États-Unis, les évêques et les cardinaux. Beaucoup ont été nommés pendant l'administration, disons pendant le règne, si on peut dire, de Jean-Paul II, et sont très conservateurs. Et évidemment, très anticommunistes toujours, mais on rejoint les évangéliques sur les questions morales. Mon impression étant que les groupes dont on vient de parler, la Moral Majority, la coalition chrétienne, etc., ont tellement dominé les médias à partir des années 70, 80, 90, que les catholiques ont cherché en fait à se tailler le même morceau. Et donc, au lieu de mettre en avant la doctrine sociale de l'Église, qui est quand même la grande marque de l'Église catholique aux États-Unis, et c'est pour ça aussi que pendant très longtemps, les catholiques représentaient un bloc électoral démocrate. Au lieu de se consacrer à ça, ils ont enfourché la croisade, puisque c'est comme ça que fonctionne le pays, de l'avortement. Donc, on n'a plus entendu parler que de ça. Et donc, comme tu dis, la dernière recrue de Trump, premier mandat, c'est cette femme, j'oublie son nom chaque fois, mais qui s'appelle Tony Barrett. Coney Barrett, catholique, très jeune femme, qui a je ne sais plus combien d'enfants, et qui a évidemment qui a énormément pesé dans l'arrêt qui, en 2022, a renversé l'autorisation fédérale de l'avortement. Mais ces gens-là, donc, n'ont plus parlé que de ça, quitte à se détacher finalement de cette base très libérale, et aussi le pape actuel a nommé des cardinaux plus libéraux et surtout a renvoyé loin du Vatican et d'un dicaster important le fameux cardinal Burke qui l'avait critiqué, Raymond Burke, hein, qui l'avait critiqué officiellement. Voilà. Alors, je vais vous montrer ensuite quelque chose, là, la photo, on terminera là-dessus, mais ces groupes de réflexion catholiques sont donc très influents et ils utilisent les mêmes techniques très sophistiquées que les républicains ou que les gens de la Heritage Foundation, qui sont des techniques en fait de publicité. Et j'ai lu dans La Croix, qui était l'article qui date, je crois, du 14 janvier 2025, le portrait de quelqu'un qui s'appelle Brian Birch, alors c'est presque Church, mais c'est Birch, qui est président d'une ONG, d'une NGO, hein, qui s'appelle Catholic Vote. Alors, c'est le vote catholique, vous l'aurez compris. Alors, c'est une ONG qui n'a rien à voir avec l'institution catholique elle-même, hein, mais qui a rameuté tous les catholiques conservateurs pour qu'ils n'oublient pas de voter. Parce que aux États-Unis, le vote n'est pas toujours très facile. C'est pas un dimanche, donc il faut prendre du temps sur son travail pour aller voter, etc., etc. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'il utilise une technique qui est visiblement assez récente qui s'appelle le géofencing, qui veut dire en fait la géolocalisation des catholiques pratiquants. Ça veut dire qu'avec votre téléphone,
on repère exactement où vous êtes. Donc, c'est une espèce de GPS qui repère les bons catholiques. Alors, c'est pas n'importe quel catholique, c'est pas simplement ceux qui sont baptisés, c'est ceux qui vont au moins 3 fois à la messe sur 90 jours. C'est-à-dire, en fait, oui, sur 3 mois, quoi. Donc, relativement. Et il y en a beaucoup, les Américains, quand ils sont pratiquants, sont véritablement pratiquants. Ils vont à la messe tous les dimanches, hein. C'est pas la définition d'un catholique pratiquant en France est assez souple, parce que sinon, il n'y aurait pas grand monde. Mais aux États-Unis, c'est véritablement des gens qui sont très pratiquants. Donc, il les a donc suivis pendant toute l'année qui vient de précéder, 2024, pour qu'ils votent comme il fallait. Et donc, ils recevaient sans arrêt de la publicité sur leur téléphone, sur leur mail, etc., etc. Et moi, je me souviens d'avoir suivi comment on faisait dans les années 70-80, c'est-à-dire que sans arrêt, on vous envoie des articles qui noircissent au maximum les candidats de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on vous raconte vraiment des choses absolument horribles, qui sont absolument pas vérifiées, mais qui montrent que véritablement, vous êtes en train de voter pour le côté bon et pas les autres, hein. Donc, au bout d'un moment, ben, les gens se sentent vraiment obligés d'aller voter. Alors, les chiffres qu'on a, 56% des catholiques ont voté Trump fin 2024. En 2020, 52 avaient quand même voté pour Biden, qui était le deuxième président catholique après Kennedy, hein. Mais avant 2020, les catholiques ne votaient pas systématiquement pour les démocrates, hein. 2016, quand Trump a été élu, la majorité des catholiques ont voté pour lui. Alors j'avais le 2016, j'ai plus trop la date. Mais l'article disait que on souligne trop peu le rôle crucial des catholiques dans les 3 États des Grands Lacs qui ont fait pencher la balance du collège électoral en sa faveur, c'est-à-dire la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. C'est la même chose cette année, hein. Donc, en 2016, Hillary avait remporté, on le sait, le vote populaire, mais Trump a attiré la majorité des électeurs catholiques. J'essaie d'avoir le chiffre, mais je ne l'ai pas. Euh, voilà. Alors, en 2008 et 2012, les 56% des catholiques blancs, bon, il y a des catholiques afro-américains, mais ils sont quand même majoritairement blancs, avaient aussi voté pour le candidat républicain. Ah ben ça y est, j'ai le chiffre. 2016, 60% des catholiques ont voté pour Trump. C'est quand même énorme, hein. Voilà. Et en 2004, alors il y avait Trump n'était pas candidat, hein, mais c'était John Kerry, qui était le candidat démocrate à la présidence contre Bush, fils, et Kerry est un catholique. Et il a perdu le vote catholique au profit de Bush, qui est lui méthodiste, hein. Méthodiste. Voilà, un méthodiste. Mais enfin bon, il a une appartenance, il est inscrit dans une église, mais en fait, il pratiquait avec les baptistes, qui sont beaucoup plus proches des républicains que ne le sont certaines méthodistes. Voilà. Alors, pour en terminer là-dessus, je voudrais vous montrer une photo très récente. Euh, alors, j'avoue que préparer ça, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a vraiment des infos qui tombent sans arrêt. Voilà, et ça, c'est la fin de mon PowerPoint. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure photo du siècle, mais voilà. Ça, c'est Trump avec sa mine de regarder les gars ce que je suis en train de faire. Et là, j'ai trouvé ça dans un journal catholique et ça vient du journal catholique que j'ai lu hier, hein. Et c'est une photo donc de Trump qui signe encore un décret présidentiel. De toute façon, il en signe à l'appel tous les jours, le 20 janvier. Et ce décret présidentiel, c'est pour dire que le sexe d'un individu est déterminé à la conception. Donc, je ne vois pas en quoi un décret présidentiel peut signer ça. Mais l'article dans le journal a pour ce titre, lorsque Trump est plus catholique que le pape. Et tout l'article démolit ce que peut faire le pape et dit, le pape n'a même pas parlé de ça, le pape préfère parler de doctrine sociale, ce qui est complètement ridicule. Il est aussi pour protéger les migrants, etc., etc. Ceci n'est pas du tout catholique. Et le véritable catholique dans l'affaire, c'est Trump, car il connaît bien la doctrine catholique. Voilà. Alors, j'arrête le PowerPoint là-dessus et maintenant je te passe la parole aussi pour conclure peut-être, Lisa. Moi, Alors, ce que vous j'ai êtes trouvé apprécié intéressant, quand même, c'était hein. cette conception antagoniste de la Constitution, finalement, chez les personnes qui soutiennent Trump.
enfin, les quatre questions que tu as évoquées, la défense nationale, les valeurs traditionnelles et le démantèlement de l'État fédéral notamment. En fait, dans le préambule de la Constitution, on a l'idée de nous le peuple et d'une union plus parfaite. D'ailleurs, c'était un des discours d'Obama lorsqu'il a été élu. Et ce qu'on voit apparaître chez les conservateurs, notamment à la Cour suprême, c'est pas cette première ligne, c'est la référence aux bienfaits de la liberté. Et en fait, c'est complètement été dévoyé, cette expression, les bienfaits de la liberté. On le voit dans certaines décisions de la Cour suprême et c'est repris par la Fondation Heritage. C'est l'idée que finalement, on doit rendre le gouvernement au peuple, que les responsabilités individuelles prévalent sur tout. Donc l'État fédéral, c'est pas qu'il doit être non interventionniste, c'est qu'il doit être démantelé. Et on entend dans le pouvoir, dans le discours de Trump, cette idée que, en fait, il ne va pas dire nous en parlant du gouvernement, parce que le gouvernement, c'est pas lui. Parce que lui, son intérêt, c'est de le démanteler, le gouvernement. Donc, en fait, il y a cette idée que l'individu doit prévaloir sur tout. Et que toute idée d'unité et de nation n'a pas de sens, puisque c'est la responsabilité et la liberté individuelle qui doivent mener les Américains à la véritable liberté, ce qu'ils appellent la liberté et pas freedom, mais liberty. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir cette notion. D'ailleurs, Alito, le juge le plus conservateur de la Cour suprême, parle de liberté ordonnée. Liberté ordonnée. Donc normalement, c'est censé être un équilibre entre les individus et l'État, les besoins de tous et l'idée de former la nation. Non, c'est pas Oui, du tout mais comme ça que c'est compris. c'est La surtout liberté ordonnée, ce qui est important, c'est que c'est pas la liberté pour tout le monde. c'est C'est ça. la liberté pour ceux qui se comportent en bons chrétiens quand même. C'est pas la Exactement. liberté, et puis c'est ceux qui ont la bonne couleur de la peau, etc., etc. Je veux dire, c'est une liberté, puisque le gouvernement, une de ses grandes attributions, c'est de protéger tous les citoyens. Mais là, le concept de citoyen, il est mobile, hein. C'est-à-dire que tout le monde ne relève pas, ne peut pas jouir de cette même liberté quand même, hein. Mais on en revient à ce que tu disais à propos de l'interprétation littérale de la Bible. Ce qui est dit est qu'on va avoir une interprétation littérale de la Constitution et que les pères fondateurs, vu qu'ils étaient blancs et c'était des hommes et qu'ils étaient riches, et ben finalement on doit retourner à ça. Oui, puisque dans la déclaration, dans la Constitution, si on ne considère pas les amendements ensuite, l'esclavage est parfaitement constitutionnel, hein. Bon, Oui, évidemment, ça a changé ensuite, mais c'est un retour aux origines c'est et ça. c'est pas toujours. Un retour aux origines. Hein. Exactement. Alors, maintenant, si on veut préciser les difficultés que peuvent avoir les gens de nos jours, là, ceux qui ont voté pour Trump. Alors, on ne sait pas encore, parce que comme tu as dit, on est dans la période choc. Mais ça, c'est la technique américaine, shock and awe, c'est-à-dire qu'on va choquer, on va terrifier les gens en face pour en fait pouvoir les manipuler ensuite, hein. Mais il y a deux gros problèmes quand même qui se dessinent, hein, et qu'on lit dans les journaux tous les jours, évidemment pas les journaux forcément de sa majorité, mais qui sont les véritables réalités, enfin les réalités économiques suite à ces décrets dictatoriaux, qui vont certainement être très préjudiciables pour les couches sociales les plus basses qui ont voté pour lui, Oui. pour ceux qui ont voté pour lui, puisque la grande richesse la grande richesse de l'Amérique vient en grande partie du fait que les travailleurs de base sont sous-payés, il n'y a pas de contribution sociale pour, etc. Donc le travail coûte très peu cher aux États-Unis. Et à partir du moment où, de nos jours, les gens qui sont illégaux se cachent de peur d'être déportés, donc ne vont plus travailler, il manque des bras. Et en plus, le taux de chômage est très très bas. Donc il n'y a pas énormément de travailleurs qui vont pouvoir remplacer tous ceux qui arrivent et qui sont au bas de l'échelle. Donc ça, c'est d'abord une chose. Les fameux tarifs, pardon. La Les- production de l'aluminium en voilà. Californie, les citons ils sont pourrir au sol parce Alors, que personne ne les on t'entend récolte. mal, là. Vas-y, répète parce qu'on t'entend mal. Mais la production agricole, notamment les Ouais. agrumes en Californie, elle est en train d'être détruite par la pourriture, puisque personne n'est allé ramasser les citrons. Et ça, c'est Voilà. vraiment. Enfin, il y a pas que les citrons, hein. Moi, je dis, Oui, oui, oui. il y Puisque, a les Américains pourrir au voilà, il n'y a Portugal, plus de travail, oui. Voilà. sans plus, hein.
Ensuite, il y a la grande aussi opposition maintenant entre la base MAGA, c'est-à-dire les gens dont on a parlé, et puis les élites autour de Musk. Donc les gens n'apprécient pas, il y a eu beaucoup de textes écrits par les gens du type Paula White ou d'autres, disons, leaders du grand mouvement Make America Great Again, qui refusent par exemple l'immigration, alors que des gens comme Musk veulent au contraire qu'on continue l'immigration, mais des gens qui sont éduqués, etc. Et Musk a qualifié les électeurs de base d'être tout à fait incompétents et stupides puisqu'ils ne sont pas suffisamment allés à l'université, etc., etc. Voilà, donc ça peut être les deux cas, les deux problèmes, mais voilà, sinon, on ne voit pas trop ce qui peut arrêter pour l'instant le président. Alors, j'ai vu tout à l'heure, juste avant qu'on commence, parce que nous, Français, qui sommes très prompts à aller défiler dans la rue dès qu'il y a un problème, on ne voit pas les Américains encore dans la rue. Donc, je commençais à m'inquiéter, enfin, trouver ça étrange. Mais je viens de lire qu'il y a un grand mouvement qui s'appelle, alors, hashtag Stop the steal 50-101. aussi. Voilà, Yeah, stop the steal. voilà, qui est pour 50 manifestations dans 50 États un jour. Voilà, et donc ça s'approche, et là, voilà, ça va être devant les capitoles, c'est-à-dire devant les congrès dans les États, dans beaucoup de grandes villes, et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Et puis, bien évidemment, on est en Amérique, donc les juges sont en train d'essayer de freiner pas mal de choses. Mais le problème, c'est que lorsque ce sont des juges fédéraux, donc ils sont nommés par le gouvernement, ils peuvent être démis de leurs fonctions très rapidement. C'est-à-dire tous les juges qui avaient étudié toutes les affaires de Trump, qui étaient dans les tribunaux qui jugeaient ce qui s'était passé le 6 janvier 2020, 2021, etc., ils ont été démis de leurs fonctions. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont assez inconcevables chez nous. Alors, il n'y a que les juges, certains juges qui vont pouvoir tenir, mais bon, en général, ils risquent d'être démis de leur fonction. Voilà. Donc, tu as pas autre chose à rajouter? On va arrêter là et demander aux amis s'ils ont des questions. Merci en tout cas à Lisa, hein. De rien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vos micros ne marchent pas, vous pouvez toujours écrire sur le chat. Alors, voilà, j'ai une amie qui était à Montréal et qui nous dit au revoir. Oui, il n'y a pas de questions? Ah non, là, vous m'étonnez beaucoup. C'est Ah, Annie, oui, vous avez une question, Annie? Je veux bien commencer, mais c'était absolument passionnant, hein, ce lien entre la politique et les religions. Vraiment, merci. Et alors, j'ai une question qui concerne ce qu'on appelle les libertariens. Vous avez abordé un peu la Ah, question de la liberté totale. Et parce qu'apparemment, dans l'entourage de Trump, il y a pas mal, lui-même, je ne sais pas, mais pas mal de personnes libertariennes, comme par exemple Muns. oui. Et, et quel lien alors avec la religion? Parce qu'est-ce que la Ah. religion se retrouve dans cet esprit-là? Tu expliques, Lisa, ou les libertariens? Alors moi, les libertariens, je les connais bien, mais je connais pas leur lien avec la religion. Au Il n'y en a contraire, ils sont aucun, plutôt aucun. athées, hein. Ah oui, Il n'y oui, en a oui, Il y ils en pas. a sont pas, hein. athées, hein. Mhm. Il n'y en a pas. Donc en fait, c'est pareil, ça se contredit puisque Musk étant, enfin, c'est le plus influent libertarien de tous les temps et pour autant, il agit comme un acteur de l'État fédéral, tout Oui, en voulant démanteler l'État fédéral. Mais je ne connais pas de lien entre la religion et ce type de personnes parce que c'est finalement ils se considèrent eux-mêmes comme des électrons libres. Alors ils vont pas se rattacher à un mouvement religieux. oui. Ils sont pour la liberté totale sans aucune règle gouvernementale. C'est-à-dire pour Mais la vraiment. leur, pas celle des autres. Voilà. Mais ils n'ont aucun lien avec les groupes religieux, si ce n'est bien de les dorloter, C'est de ça. les chouchouter pour qu'ils votent pour un candidat qui ensuite va les protéger eux. C'est-à-dire qu'avec l'élection de Trump, tous les libertariens vont pouvoir, si vous voulez, réaliser leurs rêves les plus fous, qui est de supprimer toutes les règles contraignantes. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas du tout l'Europe, puisqu'en Europe, il y a énormément de règles, notamment contre les fameux gens les GAFA, etc., hein. Voilà. Donc, mais en général, ce sont des gens, enfin, ils ont peut-être quelques convictions personnelles, hein, mais enfin, c'est pas du tout, c'est ni des évangéliques, ni des catholiques, ni des gens comme ça, hein.
C'est plus philosophique, on va dire, peut-être. Je ne sais même pas si c'est de la philosophie, hein. Enfin, moi, j'en ai connu. J'avais un ami étudiant quand j'étais étudiante en Californie qui était libertarien, donc il m'avait expliqué, ils veulent aucune règle, même pas la Ah, Constitution, si vous Anarchie, voulez. finalement. les Il y a beaucoup anarchistes, de oui. libertariens qui se considèrent aussi anarchiques. Oui, Du coup, être libertaire et être un acteur au sein du gouvernement, ça n'a aucun sens, Oui, oui. si ce n'est que pour les faire. Ouais. D'accord. Merci. Alors, il y avait tout à l'heure, je crois, Jean-Pierre Robin qui voulait poser une question. Non? Jean-Pierre? Non? Alors, Jean-Pierre, bon. Alors, sinon, je vois Mylène qui. Avez-vous retrouvé la parole? Ah, Nathalie aussi. Ah, Jean-Pierre, c'est bon? oui, on m'entend? Vous Oui, m'entendez? oui, D'accord. oui. Bon. Alors, non, j'ai une question. Le patronat américain et le mouvement subit des pressions de la part des mouvements religieux, non? Alors, tu réponds, Lisa? Non, j'ai pas cette connaissance-là. Moi, tout ce Alors, que je vois, c'est les relations entre Elon Musk et les grandes entreprises. Mais je ne connais pas le lien religieux des alors, religions avec le grand patronat. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils ont un lien, mais en tout cas, dans chaque entreprise aux États-Unis, il y a des lois qui obligent à respecter diverses règles pour protéger les minorités. Certaines minorités, alors soit Hmm. par l'emploi, etc., selon si la compagnie reçoit de l'argent fédéral, enfin c'est très compliqué, hein. Mais en tout cas, je viens de lire que beaucoup d'entreprises, alors évidemment assez grandes, je pense, sinon on n'en parlerait pas, sont en train d'arrêter leur politique doivent modifier leur politique de recrutement et même leur politique de traitement de leurs employés à cause justement de ce qui s'appelle DEI. Alors, ça veut dire quoi déjà? DEI. Diversity, equity, and what's the I? Je Diversity, sais plus. inclusion. Diversity, Voilà. equity, Donc, inclusion. tout ce qui pouvait être la politique d'inclusion, de diversité et d'égalité, s'est arrêté. Trump a décidé qu'on ne pouvait plus en parler. Donc, D'accord. ceux qui emploient des gens doivent suspendre ce genre d'activité. Donc, ça veut dire mettre en place d'autres types de recrutement. Enfin, si vous voulez, pour l'instant, on n'en sait pas plus, hein, parce que ça tombe tous les jours, hein, ça. Voilà. Mais Et là, ce sinon, qui est intéressant de voir, c'est que les plus grandes entreprises ont tellement peur qu'elles ont anticipé la victoire de Trump et ont commencé à s'auto-censurer. Enfin, ce qui est très Ah, impressionnant, c'est Zuckerberg qui a commencé à tenir un discours complètement masculiniste, qui lui-même a mis fin aux politiques de diversité avant qu'elles soient signées par décret, et notamment Meta, qui a choisi de régler un, un conflit judiciaire avec Trump qui les menaçait et qui leur a donc versé il y a quelques jours 250 millions de dollars. alors, c'est bon, Jean-Pierre, oui. oui, oui, Mais oui, oui. en général, enfin, beaucoup de grandes compagnies, en général, vont préférer un programme républicain qui est souvent un programme, sans être aussi délirant qu'il est actuellement, mais un programme de baisse des impôts et de moins de charges. Le programme démocrate, c'est davantage, si vous voulez, essayer d'augmenter les salaires, mais aussi avoir des charges sociales, etc., même si c'est toujours beaucoup plus léger que chez nous. Mais le programme républicain depuis très longtemps. Autrefois, c'était le programme au 19e siècle, hein, anti-esclavage, etc. Mais ensuite, et les démocrates étaient plutôt conservateurs, ça a totalement changé. Lisa l'a expliqué, il y a eu aussi beaucoup de revirements dans les années 60. Mais de nos jours, le parti républicain est davantage le parti du patronat que le parti démocrate. Mais après, savoir s'ils ont des liens avec les évangéliques, ça, il faudrait voir au cas par cas. Je suis sûre que dans les grandes églises, les méga churches ou dans les églises catholiques, il y a beaucoup de grands patrons. Il y a beaucoup de grands patrons catholiques et tout ça, hein. Oui, oui. Mais après, entre leur pratique personnelle, privée et un certain engagement en faveur de ces groupes religieux, ça, je ne sais pas. Ça doit être au cas par cas. Et en plus, c'est Alors, pas nécessaire ils sont terrifiés. Ils voilà. sont terrifiés de ce que Trump peut leur faire. Du coup, il le finance et reprend les propos de Trump au quotidien. Ouais. Alors, il y a Nathalie Mandoul qui veut parler. Alors, tu as ton micro ouvert? Non, mais je te mets le micro. Ouvre ton micro, Nathalie. Tu appuies sur audio en bas. Voilà.
Alors, vas-y. Oui, comment explique-t-on que dans cet électorat jeune, les hommes soient plus conservateurs que les femmes? Mhm. A priori, il y a diverses raisons, c'est plurifactoriel, mais il y aurait l'idée selon laquelle, alors on parle des jeunes hommes blancs, mais pas forcément, on peut inclure aussi les populations latino et arabes, parce que ils se sont sentis fragilisés au niveau économique et social, notamment les hommes qui ne pouvaient pas intégrer le milieu tertiaire, ont eu l'impression, enfin c'est le discours qui leur a été servi, que les populations issues des minorités et les femmes leur prenaient leur travail. Donc ça, c'est un premier angle d'approche. Et que c'était des personnes qui étaient moins compétentes qu'eux. Donc on parle notamment des politiques de discrimination positive qui ont été terminées en plus il y a longtemps, hein, il y a plus de 15-20 ans. Mais il y a l'idée selon laquelle les femmes et les personnes issues des minorités sont moins compétentes, et alors qu'elles sont moins compétentes, elles ont eu accès, c'est une idée qui n'est pas basée sur les faits, hein, à des postes que des hommes blancs auraient dû obtenir. La deuxième raison, c'est cette volonté que les femmes ont de vouloir maintenir leurs droits, notamment autour de la décision de la Cour suprême de Dobbs, qui donc a retiré la protection fédérale du droit des femmes de disposer de leur corps. Et c'est quelque chose qui a été considéré comme une violence. Donc c'est en lien avec le mouvement MeToo, où les hommes blancs jeunes ont pensé que on perdait la relation homme-femme et que les femmes devenaient dominatrices et qu'ils devaient reprendre le pouvoir. Et on entend énormément ça au niveau local dans les rassemblements politiques qui ont mené au vote Trump. Énormément de jeunes, et notamment avec une excellente stratégie d'utilisation des réseaux sociaux, donc c'est énormément d'influenceurs masculinistes qui notamment, certains ont été virés, hein, ils se retrouvent en Roumanie avec des obligations de ne pas quitter leur domicile, de leur dire, de tenir ce discours aux jeunes hommes, même des mineurs, hein, euh, vous avez été victimisés par les personnes de couleur qui vous ont pris votre travail. Vous êtes victimisés par les femmes qui renversent le rapport de pouvoir qui devrait exister au sein du couple. On va vous redonner ce pouvoir-là. On va vous le rendre, ce que vous avez perdu, ce que vos pères avaient. Vous l'avez perdu, vous allez reprendre le pouvoir. Et ce qui pourrait expliquer cet aveuglement, notamment de certains jeunes hommes qui estiment que Trump va leur rendre le pouvoir qu'ils ont perdu, une nostalgie de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu et que leurs parents auraient vécu avant. Et d'ailleurs, tu as parlé tout à l'heure de Zuckerberg et qui nous a fait cette sortie tout à fait incroyable, alors il a pas l'air particulièrement masculiniste, mais qui a sorti que la société devait se masculiniser. Voilà, Ça, et c'était d'autant il y a plus 8 qu'il est jours. invité par Joe Rogan, qui est le plus grand influenceur des réseaux sociaux américains et qui a fait basculer le vote des jeunes hommes blancs pour Trump et des jeunes hommes latinos et des jeunes hommes arabes, parce que dans les populations issues des minorités, finalement, ils sont très conservateurs sur les questions sociales. Et Mark Zuckerberg a été invité et il a raconté une série de bêtises sur quoi son activité préférée dans la vie, c'était de chasser, de pêcher. Rogan lui a demandé qu'est-ce qu'il utilisait comme canne à pêche, qu'est-ce qu'il utilisait comme fusil de chasse. Et il s'est mis à bégayer et à raconter des bêtises sur quoi il en avait plein, 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 et qu'il était très, très, très bien conseillé, et que la chasse et la pêche, eh ben, c'était trop cool. Et c'est complètement délirant comme discours, hein, vraiment, les Mais hommes oui, blancs courageux sont ceux qui doivent dominer le monde. Donc, c'est le discours qui l'on entend au sein du gouvernement en ce moment et qui est repris mot pour mot par Mark Zuckerberg sur les réseaux sociaux. oui, oui. Mais c'est un vieux fantasme américain, ça qu'on entend depuis 50 ans au moins, qu'il y a enfin, les femmes prennent le pouvoir, etc., etc. Je me souviens, il y avait eu, c'était, mais je ne sais plus trop quand, dans les années 90, il y avait des grands discours comme quoi il ne fallait pas manger de quiche, parce que Oui, les vrais mais là, hommes, real men don't eat quiche. c'est Alors, le lait. quiche, Ces hein, temps-ci, c'est le lait. C'est voilà. le lait et le gibier. Donc, les vrais hommes boivent du lait cru. C'est défendu par le nouveau ministre de la Santé, enfin, le peut-être nouveau ministre de la Santé. Si, si, Je il vois a pas comment été, oui, mais il il a va été passer, choisi, hein. ouais. Donc, il explique qu'il faut boire du lait cru. Et ça a mis en panique
aussi, qui était celui qui s'occupait du département du ministre de la Santé, qui a dit mais le lait cru, ça peut être dangereux. Ne buvez pas du lait cru. Donc il y a eu une campagne, mais elle a été évidemment retirée. Du lait cru et du gibier. Voilà, c'est ce qu'il faut manger pour être un vrai homme. Ouais, 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 ouais. Et donc, il ne faut pas manger certains trucs qui sont trop féminins. Voilà. C'est Alors, ça. Nathalie, on a répondu à ta question? Oui, 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 tout à Bon. fait. Alors, ensuite, je vois que Mylène veut toujours parler, mais je ne sais pas si son micro marche. Vous pouvez parler, Mylène? Non, visiblement pas. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Pierre, tu as encore une autre question? Non, ça va. D'accord. Alors, voilà. Alors, si personne n'a de questions, je propose qu'on arrête parce qu'il est 8h moins le quart. Et donc, tout ceci a été enregistré. J'espère que ça a bien marché. Et je vais le mettre ensuite sur YouTube. Donc, vous pourrez, parce qu'il y a pas mal de gens qui voulaient suivre et qui ne peuvent pas, vous pourrez dire aux gens de regarder sur YouTube. En tout cas, merci de votre fidélité. Alors, je n'ai pas encore la date pour le prochain, parce que je dépends de quelqu'un qui est malade et on va voir. Mais vous inquiétez pas, on va se retrouver en février. Donc, je vous dis au revoir à tous et merci encore. Merci, au revoir. Bernadette, Merci Lisa, merci beaucoup. Lisa. Merci. Bien.